bonsoir à toutes et à tous, où que vous trouviez aujourd'hui pour ce nouveau webinaire. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Djihen Habib connecté depuis les Émirats Arabes Unis et plus précisément d'Abu Dhabi, et Karl Vanouille connecté de Belgique, c'est plus précisément d'Anvers. Djihen et Karl vont nous présenter l'éthique à l'ère de l'intelligence artificielle. Bonsoir Djihen et bonsoir Karl. Bonsoir Yotis. Alors Djihen et Karl, comment allez-vous? Comment vous sentez-vous ce soir? Bien, une belle journée, 26 degrés ici, donc ça va, je vais super bien. Merci. Ici, le temps est un peu différent quand même. C'est en Celsius, on a connu 6 degrés hier et 5 degrés avant-hier. Mais je pense que pendant ce séminaire-ci, que la pluie a arrêté pendant 1 heure. Donc voilà, c'est sans doute grâce à ta présence, Yotis. Merci Karl, en effet il pleut chez nous. En effet, on n'a pas ta chance Djihen. Alors Djihen et Karl, vous qui êtes depuis très longtemps dans l'action de grands événements au sein du coaching à l'international, comment voyez-vous l'arrivée du congrès Synergie 2024, le premier congrès international du coaching professionnel francophone? Alors, je pense concrètement que c'est une occasion en or. C'est un événement qui, à mon avis, ne se répétera pas, en tous les cas tel quel, parce qu'il y a vraiment les sommets des ténors du coaching francophone. Il y a une excellente dynamique, en tous les cas, que je ressens à partir des partages et donc à partir aussi donc de ce qui est annoncé, même si on ne connaît pas encore le programme, mais en tous les cas par rapport aux grands calibres qui seront présents et aussi donc à cet esprit de ICF Synergie que vous insufflez, je pense que c'est une excellente opportunité. J'ai pas beaucoup de choses à ajouter à ça, sauf que, allez, finalement, Yotis et toute ton équipe, que vous avez réussi à manifester ICF Synergie, qui existe quand même déjà depuis quelques années, que vous avez réussi à manifester ça dans un événement physique qui, si j'ai bien compris, a déjà pris une ampleur très importante déjà à ce moment-ci, même sans avoir le programme complet. Donc, il faut le faire. Donc, mes félicitations. Je suis très, très, très content que ça va se passer. Je suis très content que je serai là. Et ça contribue aussi énormément à la globalisation de la profession de coaching. C'est souvent dit, oui, c'est surtout anglophone, c'est surtout américaine, l'ICF, peut-être c'est vrai, mais ce qui est vrai certainement, c'est que grâce à tes efforts, ça a changé et c'est en train de changer. Et merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup et on est une grande équipe. Je peux vous dire qu'il y a au moins une trentaine de personnes pour l'instant qui sont occupées et comme en effet vous l'avez presque mentionné, il y a une centaine de ténors qui seront là. Merci beaucoup. Alors on va commencer directement les présentations et introduire nos deux orateurs. Commençons par Djihen. Alors Djihen, ton voyage dans l'univers du coaching a commencé par une ascension remarquable, te hissant au rang de première coach d'Afrique du Nord et de l'Afrique francophone à obtenir le titre prestigieux de Master Coach ICF. Cette reconnaissance précoce a jeté les fondations de ton parcours exceptionnel. En 2012, porté par ta passion et ton expertise, tu as fondé la Coaching Lag Academy. Ta vision a permis de former une nouvelle génération de coachs équipés pour relever les défis du monde moderne. Ta trajectoire t'a ensuite mené à des rôles de leadership au sein de l'ICF ou en tant qu'assesseur mentor. De 2013 à 2016, en tant que past présidente ICF Maroc et past directrice marketing et communication, tu as élargi l'impact et la visibilité de l'organisation. Ton expertise t'a valu une reconnaissance mondiale en 2023 avec ton élection au Global Board de directeur de l'International Coaching Federation, suivi de ta nomination comme officer pour 2024. Ces rôles attestent de ton influence et de ta réputation dans la sphère internationale du coaching.
Ton parcours impressionnant s'étend à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, où tu as conseillé des entreprises internationales, des banques et des industries de pointe. Diplômée d'un MBA et d'un master en gouvernance et ressources humaines et actuellement doctorante en éducation et intelligence artificielle, tu maîtrises l'arabe, le français et l'anglais, ce qui témoigne de ton adaptabilité et de ton envergure internationale. Jian, ton histoire est celle d'une leader visionnaire façonnant le monde du coaching avec sagacité et passion. Je rappelle également que tu nous avais présenté en 2019 coach, acteur de sens et porteur de sagesse que vous pouvez toutes et tous retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors passons à Karl. Karl, ton parcours dans le coaching professionnel est une quête pour humaniser les organisations. En 2014, tu as franchi un cap décisif en devenant indépendant, marquant un tournant dans ta carrière. Cette audace t'a conduit à rejoindre Autolite Consulting en 2018 où tu as pris les rênes de la pratique du coaching, poursuivant ta passion pour l'excellence. Ton expertise et ton engagement pour le coaching d'équipe ont été cristallisés en 2020 avec la cofondation de The Team Coaching Global Alliance. Ce projet majeur souligne ton dévouement à former des coachs selon les standards élevés de l'International Coaching Federation où tu as brillé en tant qu'expert. Ton influence académique est également notable en tant que professeur invité à l'EMS Business School de Bruxelles et à BSN Algérie. Tu as enrichi des générations de leaders et de coachs avec tes connaissances en leadership et en ressources humaines. Ta contribution à l'ICF est remarquable. De 2014 à 2019, tu as dirigé la communauté de pratique de coaching d'équipe de l'ICF. Depuis 2018, tu es un expert influent dans les groupes de travail mondiaux de l'ICF, contribuant au développement des compétences en coaching d'équipe et à la gouvernance de l'organisation. En 2019, tu as été nommé membre du Global Professional Coaches Nominating Committee et depuis lors, tu exerces comme évaluateur de portefeuille PCC et MCC accrédité par l'ICF. En 2023, ton rôle s'est élargi en tant que membre du board d'éthique, affirmant ta position de leader influent et consciencieux dans le monde du coaching professionnel. Alors, Jian et Karl, maintenant qu'on vous connaît un tout petit peu mieux, que pourriez-vous rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur vous? Merci Outis pour la présentation. Ce que je vais dire, c'est j'adore jouer, voilà, les blagues, les métaphores et les dessins animés. C'est quelque chose que j'adore beaucoup. Un de mes favoris, c'était Maya l'abeille. Et à un moment, voilà, je ressemble par moment à Maya l'abeille. C'est pour ça que j'ai les cadres de lunettes comme ça souvent. Donc, Maya l'abeille. Mais la métaphore, elle est parlante parce que elle est libre, cette abeille, elle sème. Donc, c'est grâce aux abeilles qu'on arrive donc à avoir plus de plantes, à avoir l'effet de pollinisation. Et du coup, la métaphore me parle. C'est-à-dire que oui, j'en rigole, mais c'est ça, c'est semer des graines un peu dans le monde. C'est ce que peut-être je suis en train de faire aujourd'hui. Et je le fais vraiment avec, il n'y a pas d'enjeu, vraiment avec amusement, avec joie, avec beaucoup d'empathie pour les personnes des personnes peut-être défavorisées, qui passent par des situations, des moments difficiles. Et beaucoup de gratitude par rapport à ce que j'ai ou ce que j'en suis, aux personnes que je rencontre, de belles personnes, comme Karl et toi aujourd'hui, toutes les personnes qui nous suivent. Voilà. Merci, bon, je me vois Jian. Jian l'abeille. Et toi, Karl, qu'est-ce que tu peux rajouter? Plutôt une histoire un peu comique dans la vie familiale. Je pense que je suis un bon coach, hein, mais ce que je ne maîtrise absolument pas, c'est les mathématiques et les sciences. Donc mathématiques, physique, chimie, ce sort de sciences. Je n'ai jamais maîtrisé mes scores dans l'école de base, l'école secondaire étaient terribles. C'était toujours compensé par tout ce qui était les langues, le latin, le grec, philosophie, histoire. C'était là-bas et mathématiques et sciences étaient ici, hein, et ça compensait. Mais là, il y a un grand problème, un très très grand problème dans le cadre familial. Parce que mon fils, Nicolas, 15 ans, il est excellent dans les mathématiques et les sciences. Même à un niveau où mon épouse et moi, on commence à se poser des questions sérieuses. Bon, est-ce que il est vraiment notre fils? Parce que quand même, le gap est très, très grand. Et donc,
plutôt par blague, je lui ai demandé, mais Nicolas, est-ce que tu es sûr que tu es mon fils, hein? Et alors, il m'a dit un peu élégant, ben, là, j'ai mes doutes aussi, mais je suis sûr que mon grand-père est mon grand-père. Parce que grand-père, il est bien dans les maths et dans les sciences. Voilà, c'est dans le tragique quotidien des examens de quelqu'un de 15 ans. Voilà. Ça nous est arrivé la semaine passée. Merci en tout cas pour ces partages. J'ajoute en tout cas et je rappelle aux gens qui ne le savent pas que tu es néerlandophone et on te remercie d'être là, d'apporter cette originalité, cet accent. Merci pour ces partages à tous les deux. Alors, vous allez nous présenter l'éthique à l'ère de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous présenter ce webinaire plutôt qu'un autre? Alors, tout d'abord parce que l'intelligence artificielle, elle est vraiment tendance depuis 2022-2023. Elle le sera davantage en 2024, on va le voir. Et la vérité, on se pose la question, alors on a à notre avis, deux populations de coachs, soit une résistance, une population qui va résister et dire non, c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Et une autre population qui utilise et qui est friande et qui voudrait donc en savoir davantage. Donc, c'était ça, on va dire, l'esprit derrière. Et la notion de l'éthique, parce que je pense que Karl va le dire. Je te laisse, Karl, dire pour quelle raison. J'ai deux approches par rapport à ça, hein. Il y a des gens qui carrément ont peur de ce chapitre pour des raisons assez réfléchies ou pas réfléchies du tout. Et il y en a d'autres qui sont dans l'autre extrême. Ben non, j'ai pas peur du tout de ça, mais non, ça va nous aider, c'est win-win pour tout le monde. Et quand on explore un peu plus en détail, mais pourquoi est-ce que tu dis ça, hein? Alors là, le raisonnement reste souvent aussi vague, aussi abstract, aussi inclair que l'autre groupe qui a peur, hein? Et donc, je pense qu'on est un peu dans la zone grise, hein? Et je pense que personne vraiment comprend l'impact de tout ça et l'impact que ça pourrait être les prochaines dizaines d'années. Donc ma réponse n'est pas, est aussi claire que les gens avec qui j'en parle, quoi, hein, et c'est inclair et on est dans la phase d'exploration. Et en effet, les personnes qui sont là et qui nous regardent, les synergiennes et synergiens, mettez en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous aussi, vous êtes plutôt de ceux qui ont peur ou de ceux qui sont contents ou dans la zone grise? Partagez dans le chat un peu ce que vous ressentez quand on vous parle de intelligence artificielle. Alors merci JN et merci Karl. Je vous invite à commencer votre présentation et moi je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci beaucoup, Yotis. Alors, bonsoir, bonjour, où est-ce que vous êtes? Très heureuse d'être parmi vous ce soir avec Karl. Alors, ce qu'on vous propose, c'est donc de brosser quelques concepts sur l'intelligence artificielle pour comprendre un peu les mots qui sont utilisés, l'historique aussi, donc de l'évolution de l'intelligence artificielle, mais vraiment brièvement pour vulgariser le concept et partager avec vous ce qu'on sait. Et n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Et c'est un moment de partage, donc autour aussi donc du code de déontologie d'ICF, avec des mini-cas donc de tous les jours, de notre vie de tous les jours. Alors, notre intelligence artificielle. Alors, pour quelles raisons ce sujet? Alors, les raisons en complément de ce qu'on a dit, Karl et moi, c'est parce que de plus en plus, on entend parler d'applications, de plateformes, de peut-être le thérapeute robot qui a vu le jour récemment, donc ça date il y a deux semaines, à Google, et des technologies qui permettent de donner du contenu, de traiter des contenus, que ce soit pour nous les coachs, quand il s'agit de traiter les audios, les transcriptions, ou bien donc de donner un contenu d'article ou même images ou même vidéos pour contribuer à notre travail. Et du coup, l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus présente. Ça peut être soit donc le sujet
qui fait peut-être qui fait peur, qui inquiète ou qui fascine et qui interpelle. Donc là, c'est quelques noms qui sont connus sur le marché du coaching que nous avons cités. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a pas mal, mais c'est vraiment les raisons qui ont nourri cette réflexion derrière. Et de ce fait, je vais demander à Yotis de lancer le premier sondage pour savoir pour vous, c'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que c'est une application ou une plateforme? Ou c'est un code, donc un code informatique? Voilà, et le sondage est lancé pour vous. C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, vous avez plusieurs possibilités. Une technologie, une application plateforme, un code informatique, je ne sais pas. Et pour l'instant, vous êtes à bientôt 75% et on se dirige vers les 80%. Voici donc les résultats avec 73% une technologie, 15% un code informatique, 10% une application plateforme et 2% je ne sais pas. Alors voici donc les résultats. Est-ce que ça t'étonne? Non, c'est tout à fait légitime, c'est normal. On verra la définition par la suite, mais juste avant, on va faire une pause, une halte sur les résultats. Alors la fédération, donc ICF, elle fait pas mal d'études, des enquêtes, que ce soit donc l'enquête globale sur la profession donc qu'elle fait avec Pricewaterhouse, donc PwC. Et elle en fait encore plusieurs. Et alors j'ai choisi celle-ci parce qu'elle date de cette année, donc c'est vraiment les chiffres de cette année qu'elle a fait donc avec Human Capital Institute, et c'est sur la culture du coaching au sein des organisations. Et une question qui m'a vraiment interpellée, qui est autour de quels sont. Alors la population, elle était de managers, décideurs et de coachs. Alors la question, c'est quelles sont les technologies les plus bénéfiques pour vous dans les 2 à 3 prochaines années au sein de votre organisation? Et il sort que c'était les plateformes de coaching suivies par l'intelligence artificielle. Ces managers se faisaient coacher donc à travers des plateformes et des coachs aussi, donc ils utilisaient donc des plateformes. Donc plus de 82% trouvent que ces outils-là sont les plus utiles pour eux dans vraiment le futur très proche. On verra également d'autres chiffres, c'est les tendances clés de l'intelligence artificielle en 2024, et les chiffres sont de plus en plus importants. Donc 80% des entreprises auront d'ici 2026 utilisé tout ce qui est donc intelligence artificielle dans tout ce qui est programme. Donc, alors, l'intelligence artificielle générative, c'est celle de ChatGPT. Elle va générer du contenu, elle va générer du texte, elle va générer du chiffre, elle va générer de l'image, elle va générer un son. Et elles vont être de plus en plus donc à l'utiliser. Le marché, donc, c'est un marché qui est prometteur, des billions de dollars qui sont en jeu d'ici 2032. Encore un autre chiffre, c'est qu'en 2030, la Chine, elle sera le pays locomotive en matière d'IA. Donc, il y a énormément donc aussi de ressources dans ce sens-là, mais on vous les laisse dans le contenu. Mais pour partager cet intérêt du marché et des consommateurs par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que c'est? Définition de Larousse, donc c'est l'ensemble des techniques et des théories qui vont être mises en œuvre pour aider l'être humain et concevoir une machine qui est capable de simuler l'intelligence humaine. On vous a mis tous les liens de nos recherches à la fin de la présentation, comme ça vous pouvez donc continuer et creuser pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin. Alors pour le Parlement européen et donc pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elle représente tout outil utilisé par une machine pour reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification ou le développement de créativité. Et à la base, l'intelligence artificielle a été conçue, développée pour aider l'humain, l'être humain. L'aider à prendre de meilleures décisions, l'aider à aller plus vite, à en tous les cas, à reprendre toutes les tâches répétitives pour qu'il puisse se consacrer à des actions qui apportent plus de valeur ajoutée.
Alors, il y en a énormément. Donc, il y a énormément d'outils. Il y a, donc, peut-être que le plus connu, c'était ChatGPT. Maintenant, on parle de Gemini. Donc, c'est vraiment il y a 2 semaines, donc développé, communiqué par Google. Il y a Bard, il y a Pitch. Il y a énormément d'applications qui sont utilisées, développées et des technologies donc, qui voient le jour. Un peu d'histoire. Bien avant les années 50, où on parle du test de Turing comme l'élément déclencheur de l'IA dans les temps modernes, mais bien avant, donc ça date de depuis le développement des premiers automates, donc des horloges, je pense que c'était 1000 ans après Jésus-Christ, donc il y avait le développement donc des premiers automates, et plus récemment, donc c'était les années 50 où ont été développées les premières machines informatiques. Et avec le test de Turing qui est d'actualité, qui reste d'actualité, ce test, il est toujours d'actualité. Ensuite, c'était lors de la conférence de Dartmouth où il y a eu la présentation donc, du projet de McCarthy, où il a développé le terme d'intelligence artificielle. Donc, il a été adopté entre 56 et 57. En fait, l'IA, elle a eu le temps de gloire, le temps et les années sombres. Et ensuite, donc aujourd'hui, on est dans les années de lumière de l'intelligence artificielle. Alors, les premières victoires, c'était 97 d'un ordinateur sur un homme. Ensuite est venu le développement. En fait, depuis 97, les années sombres de l'IA, c'était les moments où il n'y avait pas assez de machines qui allaient supporter le traitement des données. Donc, et parce que c'était très coûteux et très cher, et les entreprises à l'époque n'ont pas trouvé assez donc le projet rentable, il y a eu un shutdown des projets. C'est repris, donc ça, c'est revenu au jour vers les années donc de 97, 2000 et quand IBM donc ils ont investi dans le projet, on parle de 2007, c'était une année aussi donc capitale. Parce que c'était l'année où l'ordinateur Watson, il avait donc triomphé sur le jeu donc Jeopardy. L'année 2012, donc il y a une montée en compétences significative parce qu'il y a eu la reconnaissance faciale, donc un nouveau niveau de traitement des données. Et jusqu'à aujourd'hui, donc il y a une réelle métamorphose où l'intelligence artificielle elle est intégrée dans plusieurs industries et plusieurs niveaux de traitement de données. Donc un autre niveau d'automatisation des processus. Les concepts clés, donc voilà donc un jargon qui peut être utile pour tout le monde. Donc c'est l'apprentissage automatique. C'est aujourd'hui nous avons permis à la machine d'apprendre. On a mis des programmes et des codes à l'intérieur des machines qui lui ont permis d'apprendre, de lire, d'aller chercher l'information, de la traiter. Il y a énormément de statistiques, probabilités qui sont utilisées. Pour rappeler que, par exemple, Herbert Simon, donc l'un des grands statisticiens, a été parmi les fondateurs, les chercheurs qui ont travaillé sur le développement aussi donc des programmes de l'IA. On parle de robotique, donc des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables d'interagir. Donc pour bouger, pour capter la chaleur, capter le son, capter l'intensité, capter donc la vibration. Donc tous ces éléments-là, ils rentrent dans donc un peu le glossaire, le jargon donc de l'IA. Par rapport aux types, alors pour faire simple et comprendre les types de l'intelligence artificielle, nous allons partager avec vous une séquence, donc une bande-annonce en fait d'une série qui s'appelle Person of Interest, qui a été réalisée en juin 2001. Et je vous laisse. Donc, alors, la bande-annonce, elle est en anglais. Je l'ai pas trouvée en français, la vérité. Donc, elle est en anglais. Et je vous invite à la voir ensemble. You are being watched. The government has a secret system, a machine that spies on you every hour of every day. I know because I built it. I designed the machine to detect acts of terror, but it sees everything. Violent crimes involving ordinary people, people like you. Crimes the government considered irrelevant. They wouldn't act, so I decided I would. But I needed a partner, someone with the skills to intervene. Hunted by the authorities. We work in secret.
you'll never find us. But victim or perpetrator, if your number's up, we'll find you. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à partager des remarques. Je ne vois rien, mais Otis est là. Alors, il y a des réactions d'ailleurs. Cette série était tellement en avance pour le grand public, nous dit Caroline. Oui, ouais. Ben, effectivement, donc, je trouve que cette série, donc, à travers laquelle on peut bien comprendre les différents types de l'intelligence artificielle, aujourd'hui qu'on classe par faible et forte. Alors, faible, c'est vraiment donc récupérer les données, faire des commandes et traiter donc voilà donc purement qu'on appelle purement réactive. Avec une mémoire limitée par rapport donc voilà donc d'ailleurs on le dit le ChatGPT version 3 il vous dit et c'est sympa quand je lui dis le coaching, donc donnez-moi des résultats ou des chiffres en 2022. Il me dit désolé, mes informations datent de 2000, par exemple 2021 ou 2020. Donc si vous voulez plus d'informations, veuillez consulter le site web de ICF. C'est bien, il n'a pas encore intégré toutes les données. C'est génial. Ça veut dire qu'il n'est pas à jour. Donc il y a des limitations. Par contre, l'intelligence artificielle forte, donc, elle a cette représentation, donc, comme l'être humain, donc, il y a une interpellation, elle va comprendre comment, la notion de conscience. Alors, elle reste encore donc théorique. L'IA forte, elle est encore du domaine de la théorie. Et la toute dernière, donc, avoir une conscience qu'elle va construire sa propre représentation du monde, une conscience de soi. C'est encore du ressort pas du fantasme, mais des projections, de la réalisation des films, de la science-fiction. Et ce film-là, les séquences, parce qu'elle va interpréter le comportement futur des personnes en fonction d'un ensemble de data. Vous voyez les caméras qui visualisent, donc qui captent tout ce qui est comportement, tout ce qui est visuel, tout ce qui est donc mouvement, données. Et il y a un traitement de données avec une anticipation et même une projection. Ça, c'est vraiment basé sur l'IA. Je trouve que c'est fabuleux parce que c'était en 2001 et on est en 2024 bientôt. On est en train encore de dire j'assimile pas toute cette avancée. Ils sont vraiment, je trouve que les réalisateurs sont ils ont la créativité, très grande et large et profonde créativité. Et d'ailleurs, c'est très utile pour nous, je pense, les coachs, pour nous ressourcer et nous inviter à y voir autrement, différemment. Je pense que c'est tout pour moi. C'est à ce stade-là. Je vais passer la parole à Karl. Oui, c'est moi. Je suis ici. Merci, Yann. Yotis, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que je suis clair? Tout va bien, on t'entend bien, Karl, pour l'instant. L'IA fait en sorte que tu puisses être entendu dans le monde entier. Oh, mon Dieu. Tout d'abord, laisse-moi quand même partager un moment de bonheur. C'est que mon Wi-Fi en Versoix semble tenir le coup. Et c'est bien, hein, parce qu'on est quand même 50 kilomètres éloigné du monde francophone. Donc, je suis content que ça tienne le coup. Hein. Alors, même remarque que Yann a fait, à tout moment, à chaque moment, si vous avez des questions, des remarques, n'hésite pas d'utiliser le chatbox. Et Yotis, non seulement je t'invite, mais je te demande explicitement de m'interrompre quand quelque chose d'intéressant se passe dans le chatbox. Super. Alors, première question. Quelle expérience, mes chers amis coachs, quelles expériences avez-vous déjà eues, avez-vous actuellement dans votre coaching avec l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que vous avez déjà expériencé, que ce soit comme client, comme coach, comme mentor, comme superviseur? Comment est-ce que vous avez déjà rencontré l'AI? Alors, on a déjà pas mal de réactions. Johan nous dit encore aucune, sauf parfois à créer des rapports. Stéphanie nous dit aucune. Maryse nous dit pour le moment aucune expérience concrète avec l'IA,
Marie-Louise, question 1, seulement Zoom et des applications de dessin dans le visuel du Zoom. François, aucune expérience. Anne, pas d'expérience. Julie, je l'utilise comme base de données pour rechercher des outils pour mes clients. Marc, aucune expérience, nous dit Caroline. Mohamed, aucune. Michel, aucune. En fait, les coachs n'utilisent presque pas l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'aucune. Donc, voilà. Ils n'utilisent pas le GPS, ils n'utilisent pas Siri, Alexa. On vient donc à la fin de cette webinaire un peu plus tôt que prévu, mais bon, c'est pas grave. Très bien. Mais alors, il y a encore une autre question, Otis. C'est une question qui n'était pas prévue dans les slides, mais bon, c'est normal, ça arrive tout le temps avec les néerlandophones. Il y a des choses imprévues tout le temps. Alors, une autre question, ces coachs-là qui ont dit non, je n'ai pas encore eu aucune, pas la moindre expérience avec l'AI, eh bien, est-ce que vous êtes vraiment sûr de ça? Ah, voilà. Donc, c'est une question pour toutes les personnes qui ont répondu aucune. Non. Est-ce que vous êtes certain que non? Voilà, vous l'avez jamais utilisé. Alors, François nous dit pas sûr. Louise nous répond non. En fait, c'est difficile de distinguer, mais bon, les noms commencent à apparaître. Johan nous dit non, pas sûr. Jocelyne, non. Michel, pas sûr. Kevin nous dit je pense que oui. Manal nous dit si. Kevin, sans savoir. Jacques, pas certain. Caroline, oui. Bichot, non. Donc voilà, la question donne des réponses un peu mitigées. Oui. OK. Merci beaucoup. Alors, passons de nouveau au programme prévu. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à l'AI? De quoi est-ce que vous avez éventuellement peur? Qu'est-ce qui vous cause du stress quand vous pensez à l'AI en tant que coach, bien évidemment, hein? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui vous stresse? Donc, Sarah nous dit, de l'ambivalence, en utilisant l'IA, nous risquons d'être fossoyeurs de notre métier. Corinne nous dit curiosité. Caroline nous dit, je vois clairement l'IA comme un outil permettant de rassembler plus rapidement des informations et ainsi de gagner du temps dans mes recherches. Laurent, collaboration. Nathalie, curiosité. Marc, curiosité potentielle. Brenta, rapidité. Pour l'instant, il n'y a que du positif, hein. Alors, Dominique nous dit une inquiétude, un Deus ex machina. Voilà, machina plutôt. Voilà. Alors, Dimitri nous dit un univers virtuel. Mohamed nous dit je suis confiant. Je ne suis pas à l'aise, nous dit Sylvie. J'ai l'impression que ça prend la place de la connexion humaine. Johan nous dit pas peur, c'est un outil. L'explosion des coûts, nous dit Chantal. Benoît nous dit de la fulgurance. Crainte de ne pas maîtriser, nous dit Isabelle. Donc voilà, ça va aussi bien d'un sens que de l'autre. Il y a de la peur, il y a aussi de la confiance. On termine avec Marie-Noël qui nous dit peur d'être dépassée et en même temps une opportunité. Oui, c'est ce que j'ai appris aussi quand j'étais en Orlando pour Converge. Il y avait quelques workshops par rapport à l'AI et une attitude un peu double, je dirais, presque schizophrène, je dirais. De l'un côté, oui, on a quand même un tout petit peu de peur, hein? Est-ce qu'ils vont pas nous dépasser ces robots-là? Et de l'autre côté, mais non, ça va nous aider, il y aura du win-win, c'est un outil qui va nous aider, etc., etc. Donc, il y a là une zone de tension, je dirais, entre ce qui est apparemment positif, hein, très positif, et quand même aussi certaines craintes. Et moi, je me trouve aussi exactement au milieu de ces deux extrêmes. Merci beaucoup. Alors, continuons, Yotis ou Jihan, sorry. Oui. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir d'être membre de ce fameux Independent Review Board, le ICF Independent Review Board. C'est un board qui s'occupe avec l'éthique, hein, donc le Code of Ethics, c'est notre instrument de travail et on gère des cas qui entrent dans notre mailbox avec des coachs et avec des clients. Et en général, ce sont des clients qui ont porté complainte contre un coach parce qu'ils pensent
que leur coach a commis une erreur, a commis une brise contre ce code of ethics. Pourquoi finalement est-ce qu'on a ce code of ethics? Eh bien, je pense que ça aide énormément, mais énormément à professionnaliser notre métier. Quand moi j'ai commencé comme coach, il y a quand même entre-temps, il y a 15, presque 20 ans, il y avait encore un petit peu une culture que quand on trouvait de soi-même, quand on estimait de soi-même qu'on était un bon coach, eh bien, il suffisait de faire une plaque, préférablement en or, de mettre son nom là-dessus et voilà, Karl Vanouille, coach professionnel, machin, truc bazar, de le mettre à la porte devant la maison et voilà, bon, on était coach. Heureusement, je commence à avoir l'impression que cette période-là est derrière nous. Ceci dit, il y a toujours pas mal de Far West et de jungle parmi les coachs, mais heureusement, il y a des associations professionnelles, ICF, mais il y en a encore d'autres aussi, qui certifient des coachs après un training profonde, mais aussi après connaissance et awareness par rapport aux éthiques. Et je pense que là, pour moi, l'ICF est vraiment, oui, numéro uno, je vais le dire comme je le sens, parce que ICF veut vraiment couvrir les deux, la maîtrise des compétences et la maîtrise de l'éthique. Et ça, pour moi, cette intégration entre ces deux-là, c'est top. C'est le pourquoi, professionnalisation de notre métier. Alors, ce code éthique, comment est-ce qu'il est structuré? Enfin, on va pas le lire ici. Bon. Il y a quelques chapitres. Une première chapitre, c'est la responsabilité qu'on a vers nos clients. C'est quoi une approche coaching? C'est quoi la relation co-créative? C'est quoi le contracting? Comment est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on ne se comporte pas? C'est quoi la différence entre le coaching à vie, training et autres fonctionnalités? Alors, il y a la responsabilité dans la pratique et la performance. Si un client a l'impression qu'après 3 ou 4 sessions, qu'il ou elle se sent beaucoup plus malheureux, beaucoup moins confident, beaucoup moins pouvoireux, beaucoup plus faible, et que finalement certains thèmes très fondamentaux sont encore beaucoup moins clairs qu'ils étaient au début de la journée de coaching. Alors là, peut-être il y a lieu de quand même réfléchir, est-ce que mon coach a fait son pratique et sa performance de la façon prévue. Alors le troisième, c'est plus générique, c'est se comporter professionnel. Alors quand je vois les complaintes que j'ai déjà pu observer et traiter dans ce board, il y a trois grandes zones là, trois grandes dimensions là-dedans. La première, c'est mon coach interprète notre coaching contract de façon très binaire. C'est noir-blanc. Oui, c'est prévu dans le contrat, donc je le fais. C'est prévu dans le contrat que toi, cher client, tu dois faire ça, donc tu le fais. C'est une interprétation, oui, une interprétation assez binaire du contrat. Deuxièmement, c'est être incapable de créer un environnement complètement je dirais, safe, safety, psychological safety. Le manque de cet environnement-là qui pèse sur la qualité de la coaching. Et troisièmement, c'est le client qui, dans le contrat, réussit à tout à fait mettre à côté de code of ethics. Ça veut dire qu'un client qui formule un coach qui formule dans son contrat littéralement une description qu'on va là, on est d'accord de ne pas utiliser, de ne pas appliquer le code of ethics. Et du moment où le client signe ce contrat, bien évidemment, il ne peut plus faire appel à ce code ethics, ce qui, bien évidemment, n'est pas le but du tout. Ce sont les trois grands domaines de complainte. Alors, une évolution que je vois les dernières années, et surtout aussi l'an que j'ai l'honneur d'être membre de ce board, c'est il y a une
évolution, une volonté de vouloir transformer le Code of Ethics d'un instrument plutôt réactif, qui fait peur aux coachs, qui stresse les coachs, dans un document qui est plutôt proactif, qui a comme but d'aider les coachs dans une phase proactive. Comment est-ce que le Code of Ethics peut contribuer proactivement à votre développement comme coach, votre développement comme professionnel et aussi la qualité de votre pratique. Donc, on veut s'éloigner de la zone de peur, stress, le Code Ethics, il faut être prudent avec ça parce que avant qu'on le sache, on a une complainte contre toi vers une philosophie beaucoup plus proactive, une philosophie beaucoup plus supportante. Le Code Ethics est là pour aider, pour supporter le coach, pas pour être contre-productif. Alors, une deuxième évolution, et là, je pense aussi qu'un task force chez ICF Global avec Joël Duvillard-Nimo est en train de travailler, c'est que vraiment essayer de comprendre, essayer d'intégrer le AI dans l'éthique. Comment est-ce qu'on peut intégrer le phénomène AI en disant qu'on ne le comprend pas encore entièrement, parce que certaines réflexions qu'on a eues dans le chatbox, je les partage aussi. C'est clair pour nous. Quand même, il faut être proactif et essayer de comprendre et intégrer le chapitre AI dans l'éthique. Et je pense que c'est nécessaire, certainement en regardant les prochaines slides. Yotis? Yes. Alors, oui, c'est toi qui cliques. Sorry, Gian. Alors, allez, je m'excuse. Tu as trouvé ça en français? Mais tu es génial. Ah oui, trouver ça n'avait pas l'eau. Alors, essayons de se poser quelques questions intéressantes par rapport à certains mots ici. En tant que professionnel ICF, alors, première question, veuillez réagir dans le chatbox. Est-ce que un robot peut être considéré comme professionnel ICF? Imagine que pas Carl Kevano, il était ici, mais un robot, un avatar qui avait peut-être la même posture que moi, avec un plus de cheveux probablement, mais plus ou moins la même figure, mais un robot. Ah ben oui. Est-ce que il ou elle, ou X, pourrait être un professionnel ICF? Eh ben, je n'en sais rien. Je pense non, mais je ne sais pas. Alors, conformément aux normes du code éthique, je reconnais et j'accepte de remplir mes obligations éthiques et juridiques envers. C'est quelque chose qu'on fait comme ça. C'est une promesse, ce qu'on appelle une promesse. Est-ce que, de nouveau, un bot, un robot, même un chatbox, est-ce que il peut faire une telle acceptation, il ou elle? Je n'ai aucune idée, mais je ne pense pas. Si je vois une partie du code éthique d'ICF, j'accepte qu'ICF a une seule discrétion, à sa seule discrétion. Est-ce qu'un robot peut accepter que ICF prend des décisions à la seule discrétion de sa propre compréhension des choses? Je suis pas sûr. Puisse me tenir responsable de ce fait, j'accepte notre blablabla. Pour vous dire, est-ce qu'un robot peut consciemment faire ce promesse-là pour plus d'informations, etc. Alors, quelques réactions peut-être dans le chatbox, Yotis? Alors, il y a beaucoup de réactions sur le chatbox, donc on va aller en prendre quelques-unes. De quoi un chat robot IA peut-il être responsable? C'est une question par rapport justement à l'éthique, de la part de Christophe. Ben, je remercie Christophe pour la question et la réponse honnête, c'est désolé Christophe, mais je n'ai aucune idée. Je ne sais honnêtement pas, peut-être Gian, mais moi, je ne sais pas répondre à la question parce que c'est encore une étude qui est en train de se faire. On peut réfléchir, on peut considérer, mais moi, j'ose pas répondre. Alors justement, Carl, c'est pour ça, c'est d'où notre responsabilité tous de porter ce genre de questionnement, parce que plus on va s'intéresser à ce sujet-là, plus nous allons poser et enrichir tout ce qui est en train de se programmer.
Alors aujourd'hui, une IA générative, c'est qu'elle va générer un contenu, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en se basant d'un input, donc des entrants. Et plus nous allons enrichir en termes de normes, en termes d'éthique et en termes, donc, c'est des codes par la suite. Et le output, ce qui va sortir, c'est un résultat qui correspondra à ce que nous aurons voulu. D'où la responsabilité vraiment de s'intéresser, d'enrichir, de nourrir toute la base de données qui existe. Oui, oui. Il y a énormément de questions d'ailleurs sur la responsabilité. Caroline nous demande quelle est la reconnaissance juridique d'une IA? Peut-elle être responsable? Pas encore. Une autre question en même temps. Philippe qui nous dit, un robot est-il capable de passer une certification de coach? Est-ce qu'ICF a déjà testé ça? Non, je ne pense pas, mais je suis sûr que ce sera une question qui deviendra très, très, très actuelle les prochaines années. Allez, on va pas devenir trop technique ici, mais est-ce que un robot pourra obtenir la certification ACC, PCC, MCC? Est-ce qu'un robot sera capable d'intégrer les corps compétences de l'ICF d'une telle façon qu'on pourrait éventuellement faire distinction entre le niveau ACC, PCC, MCC? Pas que c'est important du tout, mais il y a quand même des assessments qui sont faits à un certain moment pour distinguer les niveaux. Moi, je n'ai aucune idée dans quelle mesure un robot va être capable ou pas capable. Est-ce qu'ils vont dire, ben non, pas des robots? Est-ce qu'on va devoir dire un certain moment, mais oui, aussi pour les robots? Je n'ai aucune idée. Hein. Mais ce sont des questions hyper rélévantes. Si tu permets, Karl, je vais partager l'expérience que j'ai eue à Orlando parce que j'avais modéré l'atelier sur l'intelligence artificielle avec Ovida et on avait travaillé en amont là-dessus. Alors en fait, c'est une solution qui permet aujourd'hui de récupérer donc un audio aujourd'hui, une vidéo et de vous donner le résultat en termes de... Vous avez la transcription, mais vous avez une analyse. Et l'analyse, c'est par rapport aux compétences. Parce que le travail qui a été fait, qui est encore en train de se faire, c'est que les marqueurs sont intégrés. Et donc, elle vous donne le résultat. Voilà, vous avez parlé, donc vous avez déjà la transcription. Et vous avez le résultat. Et les marqueurs qui sont, donc, c'est, je pense, le niveau MCC. À l'époque, en tous les cas, pour faire le test pendant la semaine, c'était, voilà, vous avez parlé tant de temps, voici des questions inductives, des questions orientées, des questions, donc, il y a cette intégration, le temps aussi, donc le rythme, donc il y a l'intégration de ces données-là dans cette solution. Et du coup, elle aide beaucoup dans le travail réflectif à faire. Et c'est une bonne matière à travailler avec le mentor, avec le mentor. Et en tous les cas, donc, elle le permet déjà. Voilà, je partage. Je trouve que ça permet donc d'aider le coach, d'avoir ce regard, cette écoute, cet espace pour travailler et de faire plus d'exercices avant donc dans son chemin de certification. Il y a énormément de questions. Donc, comment l'IA pourrait s'engager en conscience? Je pense que là aussi, on n'a pas encore. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ça. C'est pas une réponse, mais c'est plutôt une crainte. Une crainte personnelle, c'est que moi, je pense que des robots l'AI, que ce soit manifesté dans un robot ou un chatbox ou n'importe quelle autre manifestation physique, moi, je pense que l'intelligence artificielle sera capable un jour de complètement prendre en charge un entier trajet de coaching, y compris maîtrise des coaching compétences sur tous les niveaux, y compris le mot qu'on trouve ici, de créer un vrai co-creative partnership avec le client. Hein. Donc, moi, je suis
pas entièrement optimiste pour les aspects humains de notre métier. Hein. Je n'ai pas peur, mais je suis pas trop optimiste par rapport à ça. Alors moi j'ai une question. Comment le coach qui suscite et qui peut créer certains neurotransmetteurs comme de l'ocytocine, comment l'intelligence artificielle peut créer de l'ocytocine, donc une chose qui pour l'instant est, on va dire, destinée aux êtres vivants? Je ne suis pas de scientiste, mais Chez lui, si tu permets, Karl, c'est pas chez lui, mais chez l'autre, chez nous les vivants. C'est-à-dire que c'est le fait que d'avoir, c'est comme un effet miroir, c'est d'avoir pas quelqu'un, mais d'avoir ce robot ou cette entité qui fait résonner et qui fait un reflet. C'est une sorte de reflet. Donc, en te posant des questions, en challengeant, voilà, donc ton émotion, donc, et en créant, et tout se passe dans un espace qui t'est personnel. Donc, l'ocytocine, donc c'est grâce à cette interaction que tu as, qui va être sécrétée. Oui. Et enfin, quand on parle de chimies, hein, un robot n'a pas un cœur humain, il n'a pas un cerveau humain, il a tout ça peut-être artificiel, mais rien n'est dit que certains échanges chimiques ne peuvent pas connaître leur contrepart artificiel, quoi. Hein. Peut-être que sorte de cortisol ou oxy, whatever, chimie, peut être inventée, peut être créée artificiellement. Je n'ai aucune idée, mais je n'ose rien exclure à ce niveau. Oui, je pense. Et on va le voir, un film aussi qui est tout récent, c'est la génération Pod, et il simule tout cela, parce que oui, le robot n'a pas la capacité de sécréter d'après notre imagination maintenant, mais il peut quand, par exemple, il voit qu'il y a une émotion et que tu as besoin de chaleur ou de fraîcheur, de changer de température. C'est tellement fascinant et wow. Est-ce qu'on peut aller à la prochaine slide, Yotis, ou préfères-tu encore? Okay. C'est JN. C'est JN qui passe le slide. Le Robocop, oui. là. C'est le oui, alors là, ici, enfin, le slide avant était le Robocop. Hein. Ceux qui sont aussi vieux que moi ont probablement encore vu le film Robocop. Hein. C'était un film de science-fiction il y a quelques dizaines d'années, je pense. Mais il y avait là une scène très, très, très intéressante. C'est un police officer, mais dans la tenue d'un robot. Après une opération, il retourne comme robot. Et là, il y a des scènes très intéressantes. Là, le robot, il doit considérer si oui ou non, il peut tuer quelqu'un. Hein. Il doit considérer et réfléchir si oui ou non, il doit arrêter quelqu'un. Si oui ou non, il doit jeter quelqu'un en prison. Hein. Il y a encore des scénarios, mais on voit littéralement comment le robot, il fait un parcours de certaines questions éthiques dans sa tête, hein, qui est quand même une tête artificielle, mais on voit vraiment comment le robot prend cette décision en tenant compte avec une série de considérations éthiques. Mais c'est intéressant que c'est donc fait par un robot et pas par un humain. Alors, pour mettre le parallèle avec les coachs, est-ce qu'il y aura un jour où un coach robot pourrait être tellement présent dans le moment avec son client qu'il peut formuler des questions de la même façon, avec la même spontanéité que nous, on le fait, hein, pour mettre le lien entre les deux. Gia ? Alors, en fait, les considérations éthiques également, donc 3 grands axes. Alors aujourd'hui, on a partagé aussi dans les références, on va le voir à la fin. Donc il y a du contenu, il y a des réflexions au niveau des Nations Unies par rapport donc à l'intelligence artificielle et l'éthique.
par rapport à tous les aspects donc de codage, de développement, de la sécurité des données, de l'utilisation, protection aussi des données. Et parmi donc les plus importants aujourd'hui qui sont donc highlightés, alors highlighté c'est mis en exergue, c'est la notion de biais. C'est-à-dire le biais, comme nous on parle de biais dans l'interprétation, la perception de la réalité, ben, il y a les biais aussi donc des programmeurs, des personnes qui vont apporter remplir la base de données dans tout le data learning. Et c'est pour ça que nous avons aussi donc un rôle à contribuer, à nettoyer donc le maximum possible et intégrer donc toutes parce qu'aujourd'hui la phase dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a les programmes, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a encore le besoin important de la touche humaine. C'est-à-dire c'est encore les humains qui vont trier, qui vont donner, qui vont poser les questions. Et on parle du prompt. Aujourd'hui, il y a toute l'ingénierie du prompt, c'est-à-dire c'est une des compétences à développer aujourd'hui. C'est de pouvoir parler à la machine, de pouvoir challenger la machine, de pouvoir questionner la machine. Donc ça s'apprend. Il y a des études très poussées qui se font. Mais c'est ce qui fait la différence par rapport aux résultats toujours qu'on peut avoir. Il y a alors le déplacement d'emploi versus perte d'emploi. C'est aujourd'hui la prise de conscience effectivement de quel est l'impact réel sur mon emploi aujourd'hui, sur ma profession aujourd'hui, sur ce que je fais aujourd'hui par rapport à cette intelligence artificielle qui existe et de la considérer en tant qu'outil que ressource pour avoir une compétence augmentée. On parle de l'intelligence augmentée, c'est intégrer l'outil pour augmenter nos compétences et avoir ce potentiel à sortir du cadre et à innover. Tout ce qui est de l'ordre de l'expertise risque d'être programmé facilement. Et du coup, par exemple pour les coachs, c'est très important d'intégrer ces données, ces outils pour aller et innover. Nous avons cette innovation, la capacité de créer de l'humain et de trouver autre chose et anticiper, gagner du temps. Bien sûr, la protection des données est un élément donc très important dans la considération éthique. Qu'est-ce que je fais pour protéger les données? Qu'est-ce que je fais pour l'utilisation, le stockage, la programmation donc de ces données. Donc tous ces éléments-là, ils sont d'actualité. C'est aussi donc à nous de creuser, d'aller plus donc de deep dive, de oser les challenger en fait les statu quo et faire la différence. Tendance également actuelle et perspectives du futur. Alors il y a une très belle un très beau rapport de McKinsey. Bon, c'est vrai qu'il porte sur le marché donc américain, donc Canada et les Amériques, donc et les US. Mais c'est très intéressant parce que il donne des analyses très concrètes et c'est vrai que c'est un marché qui un peu drive ce qui se passe dans le monde. Mais j'aime bien leur analyse parce qu'elle est profonde, il y a plein de questionnements. Ils analysent en termes de ressources humaines, les emplois qui existent aujourd'hui, l'intégration donc de l'intelligence artificielle, ça va donner quoi dans le futur du travail. C'est apprenant aussi. Donc on vous a mis je pense le lien. Il faut, je pense, vous inscrire pour le télécharger. Et il y a ce film que je trouve, comme je fais des allers-retours, donc j'ai des vols de 8h, 9h, donc de long courrier, ça me permet de voir pas mal de films. Et ce film-là, il m'a vraiment interpellée. C'est de la génération Pod. Et l'idée, donc, c'est un bébé donc qui est conçu et c'est la couveuse. C'est pas une couveuse, c'est vraiment la matrice, en fait, la matrice artificielle, donc qui vraiment porte le bébé. Et il y a des questionnements effectivement donc éthiques lors de toute la procédure de conception, de porter la relation avec ce bébé.
Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'il y a une thérapeute, donc un œil, donc un thérapeute AI, et le mari refusait au départ, il refusait parce que c'est un jardinier, donc c'est un botaniste, il adore la terre, il adore le réel et tout. Il refusait donc d'aller chez la thérapeute. Je dis mais qu'est-ce elle va savoir, c'est une machine. Et quand il y va, elle pose des questions, ça l'a interpellé, il a pleuré. Et là, il a commencé à s'intéresser. Et c'est des séquences qui sont intéressantes, ça interpelle aussi donc en tant que coach et dans la relation d'aide. Voilà, donc je vous invite à aller voir, à dire, à creuser des chiffres, des essais et aussi donc de la fiction. Et ça nous amène vers les cas. Des questions, Yotis? Plutôt, je dirais des réactions. Voilà, donc des réactions comme par exemple, il y en a une que j'avais notée, Corinne, qui nous dit l'IA pourrait même avoir moins de biais qu'un humain. Oui, à première vue, oui. Mais en creusant, oui, il y a de plus en plus, plus les gens vont, c'est comme le GPS, plus les gens ils vont donner des commentaires, ils vont renseigner par rapport à des trajectoires, et plus le résultat est proche de ce qui est attendu. C'est vrai qu'il y a moins de biais, mais oui, il y en a. Bien, on va passer au mini-cas, des situations qui arrivent. Karl, c'est à toi. Je t'invite à partager avec nous le premier mini-cas, si tu veux bien. Oui, je suis en coaching mentoral et je fais analyser mon audio par une application. Alors, à première vue, c'est peut-être chouette et intéressant, mais allez, quand on fait du mentoring, il y a quand même un travail assez focusé, précis, intensif, l'analyse de certains textes, l'analyse de types de questions, etc., etc. Alors, moi, je me pose des questions quand je vois ces mini-cas, si une application va pouvoir analyser un texte et en se basant sur une analyse, pouvoir formuler du feedback pour le mentee, qui est en cours pour ACC, PCC ou MCC. Je dis pas a priori non, c'est pas possible, mais de nouveau, je me pose quand même des questions, bon, oui, sérieuses quoi. C'est ça, Oui. c'est comme ça que moi je vois cette mini-cas. Mhm. Mhm. Des questions, en fait, lors de ces mini-cas, on aimerait bien avoir aussi donc les réponses des participants. Donc, ils pensent quoi quand un mentor il utilise une application pour traiter, comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour traiter l'audio de son coachee, de son mentee. Alors, il y a pas mal de réactions, hein. Il y a Benoît qui nous dit au secours. Il y a Catherine qui nous dit quid de la confidentialité, où va l'info? Ouais, effectivement. Voilà, donc c'est questions à se poser. Quand je fais appel à une prestation, donc où va pareil, comme aujourd'hui on fait le transcribe me pour transcrire les audios, s'assurer que où est stocké où sont stockées les données. Et surtout, on avait échangé, Karl, donc c'est surtout déjà partager l'information avec mon mentee, c'est-à-dire qu'il sache que j'utilise une application, est-ce qu'il est d'accord, elle est d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord, est-ce qu'ils voudraient intégrer voilà cet outil dans la démarche voilà. Je pense aussi donc ça se construit en tous les cas. En tous les cas, c'est des éléments à construire. Oui, Voilà. c'est des éléments à construire, mais aussi avec une grande, une grande valeur ou même risque de ce qu'on appelle de précédent. Hein. Imaginons nous que un client pense que son mentor, qu'il a été allez, qu'il a été confronté avec un robot, hein, et bon, dans le phase de contract initial, cela n'a pas été suffisamment bien stipulé qu'un robot allait faire le travail. Bon, il est un peu surpris, il accepte quand même que le robot va faire le travail pour lui. Mais
après une session ou 2 sessions, le client trouve que mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ce truc-là, il n'interprète pas bien. Je suis très concerné par rapport à la discussion. Ce robot, il répond n'importe quoi. Hein, mais ben oui, entre-temps, comme Jeanne le dit, tu as partagé ton recording, tu as partagé ton transcript, tu n'as aucune idée si les sessions sont recorded ou pas recorded. Et là, imaginons qu'un juge déclare, ben oui, c'est parfaitement possible, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de l'évolution AI. Ça a une valeur de précédent très, très risquant, je pense, hein, très risqué. Ouais. Yes. On passe au deuxième cas. Je suis en session de coaching ou en formation, coach et ou formateur. Je finis et prends une photo pour mes réseaux sociaux. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Alors, on va voir les réponses dans le chat. Corinne nous dit prudence. Benoît nous dit pathétique. Fanny nous dit demander l'autorisation. Marc nous dit pas éthique. Patricia a demandé l'autorisation des personnes. Monique nous dit non. Isabelle et le droit à l'image. Tania nous dit non, sauf si on est en accord avant le coaching. Stéphanie, jamais en coaching, je demande toujours. Nathalie, confidentialité. Linda, la confidentialité est atteinte. Julie, l'éthique m'en empêche à moins d'en avoir l'autorisation. Abdelhamid nous dit si autorisation. Tatiana, demandez aux participants s'ils sont d'accord. Caroline, demandez l'autorisation systématiquement. Catherine nous dit jamais les visages visibles. Maryse, jamais de photos pour les réseaux sociaux. Confidentialité. Voilà, ça continue. La confidentialité prend le dessus. Alors, on a une question. Dominique nous dit justement par rapport à cette situation, quelle est l'intention de cette photo? Excellente question. Excellente question. Alors, on va prendre le cas où c'est publicitaire pour dire, voilà, donc ça fait pour communiquer sur les réseaux sociaux. En fait, ça dépend des cultures, parce qu'il y a dans des cultures, par exemple, des personnes qui sont pas forcément le coach, mais les personnes en formation, ils sont fiers de leur formation, etc. Et ils se filment comme ça, ils prennent en live, oui, je suis en formation, en live. Et regardez-moi, je fais ma formation de coaching pour prouver comme quoi il est ou elle est en formation sérieuse, etc. Donc, ça dépend des cultures aussi, culture, de l'âge. Donc, on le voit chez les plus jeunes qui sont plus intéressés par l'acte. Mais en tous les cas, il faut prendre une autorisation, il vaut mieux qu'elle soit écrite. Et sinon, masquer les visages des personnes, mettre je pense qu'ils appellent quoi les smileys ou voilà pour cacher le visage, les noms. Il y a là une chose que je voudrais ajouter, hein, c'est depuis 3 années, je suis devenu moi-même fournisseur de training CC. Avant ça, je faisais pas, mais c'est un enfant de la période Corona. Hein. Et j'ai appris que c'est le but de temps en temps de faire une photo de tous les participants avec leur diplôme ou comme ça, ou enfin n'importe quelle autre chose. Et alors, on a pris l'habitude avant et surtout pendant la dernière session, quand les étudiants montrent leur diplôme, hein, comme ça, de carrément le dire, eh ben, on aimerait prendre une photo de l'entière équipe, si vous êtes d'accord. Et honnêtement, le but, c'est de faire un peu la pub sur les réseaux sociaux et pour faire un peu la promotion de notre programme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et en général, on n'a pas encore, on a eu jusqu'à présent pas encore d'expérience négative avec ça. En général, tout le monde est volontairement d'accord de faire partie de ce photo, en sachant que c'est pour célébrer le moment de la certification et aussi pour faire un peu la pub. Pas de problème. Okay. Mais je pense qu'il faut dire ça d'avance, que c'est pour cette raison. Oui. Merci, merci. J'ai partagé une expérience qu'on a eue. Alors, nous, on fait signer, parce que comme ça, donc, on garde la trace. Alors, une fois, on a une personne donc qui veut pas donc être dans les photos qu'on poste. Mais lors de la cérémonie, elle était en présentiel la cérémonie, donc elle y est. Elle est dans la vidéo, elle est dans la photo ou les photos. Et là, c'était un challenge. Donc,
c'était hors de question qu'elle soit publiée. Et du coup, c'était le photographe, donc ça lui a donné du travail donc pour la retirer des photos, parce qu'elle était très explicite, elle voulait pas donc. Et du coup, donc ça donnait du travail à tout le monde, mais finalement on l'a retiré, donc on l'a retiré et comme ça tout le monde est aligné. Good, nice. Alors un autre cas, je suis en formation en ligne. Alors, et d'autres personnes. Alors, ce sont des situations réelles que nous partageons avec vous, vraiment que nous avons rencontrées. Je suis en formation en ligne et toutes les personnes à la maison, elles sont en train d'écouter et de suivre avec moi la formation, le contenu, les séances live et la personne, elle était donc pas forcément en caméra active. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, donc, la situation, vous êtes en formation de coaching, il y a Oui. des membres de votre famille qui sont dans la même pièce, donc c'est une formation de coaching à distance, et d'autres personnes sont dans la même pièce et suivent indirectement la formation. Alors, Martine nous dit on n'est pas en maîtrise de tout. Sarah, c'est un problème que l'on retrouve avec les replays des formations. Dimitri, inconcevable. Neila, non éthique. Delphine, pas OK pour la confidentialité. Sylvie, c'est pas du tout OK, assez grave même. Dominique, ce n'est pas éthique. Béatrice, il convient de veiller à suivre une formation en ligne seule et dans une pièce isolée. Laurier, pas vraiment éthique, devrait s'isoler seul. Donc, manque d'engagement de la part de Halima, interdit par l'éthique, nous dit Caroline. Mustapha, je n'accepte pas. Manal, inacceptable. Donc, de manière générale, les gens trouvent que c'est pas éthique et pas acceptable. Oui, oui, tout à fait. Alors, le jour où j'ai appris cela, la vérité, donc c'était assez challengeant pour moi de garder en fait mon calme. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que ça n'a pas été dit, etc. Mais en tous les cas, peut-être partage d'expérience lors du début de la formation. Donc, expliquer cela et je reviens encore donc l'écrit et l'oral. Donc, à l'oral, de expliquer et de montrer comme quoi c'est lié. Donc, c'est une confidentialité et c'est un contenu surtout la première séance, donc tout le monde est initié à la notion d'éthique et que c'est un secret en fait, parce que les personnes vont partager des informations personnelles. Il y a des séances de coaching live et ce n'est vraiment pas éthique de dévoiler. C'est comme dévoiler le secret à d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que quand c'est en ligne, en tous les cas, j'insiste à ce que les personnes mettent les écouteurs, un casque, pour qu'on pose carrément la question. Est-ce que vous avez un espace dédié? Est-ce que c'est fermé? Donc, et Priska nous mentionne d'ailleurs, elle pose une question. Et les droits d'auteur? Point d'interrogation. Oui, les droits d'auteur, les droits. Donc, il faut le dire. À mon avis, c'est quelque chose qu'il faut dire. Même en séance de coaching, quand vous partagez des choses avec votre client, donc dites. On revient au contrat. Plus le contrat est clair et partagé et vous échangez avec la personne, donc le client, la cliente, plus c'est mieux pour vous tous les deux et c'est apprenant. Parce que l'éthique n'est pas noir et blanc, il y a la dimension culturelle aussi. C'est pour ça que c'est important. Oui. Il y a des choses. Par exemple, dans certaines cultures, ils vont pas activer la caméra. Alors, moi, quand j'ai appris cela, je me dis, dans une formation de coaching, oui, ils vont pas l'activer. Ils ont suivi une formation, sans activer la caméra. Du coup, c'est intégrer tous ces éléments-là dans l'environnement, le contexte des personnes. Oui. Un élément là aussi qui est important, c'est le sentiment de nouveau, sauveté psychologique, psychological safety. C'est pas seulement le client qui doit se sentir sauf, c'est aussi le coach. Et si le coach observe et voit que le client n'est pas seul, mais que apparemment il y a encore d'autres personnes dans la salle ou dans la location où le client se trouve,
J'ai d'ailleurs déjà vécu ça quelquefois dans la période du pandémie, parce que bon, là, beaucoup de monde était obligé de rester à leur maison, mais j'ai senti que ça a aussi un impact sur le coach, sur moi. Tu as l'idée que tu seras seul avec le client digitalement, et tout d'un coup, tu vois qu'il n'y a pas seulement 2 petits-enfants, mais aussi apparemment encore 1 ou 2 autres personnes qui régulièrement circulent dans la salle. Hein. Et bon, là, il y avait peut-être des raisons. Oui, on est obligé de rester chez nous, hein, oui. Mais ça a clairement eu un impact sur ma présence, my coaching presence, ma présence en coaching. Et donc voilà, c'est important non seulement pour le client, mais aussi pour le coach de se sauveter. Dernier mini-cas. Tu vas lire ou moi je vais lire? Oh, non, vas-y. J'ai un contrat de coaching avec une entreprise utilisant une plateforme. Je dispose de données partagées par celle-ci. Qu'en fais-je? Qu'est-ce que je fais? Donc, un contrat de coaching avec une entreprise en utilisant une plateforme que je dispose de données partagées avec celle-ci, j'en fais quoi? Voilà. Alors, il y a Gaïa qui nous dit rien. Sarah nous dit, ICF a signé des partenariats avec de telles plateformes. Y a-t-il alors un problème éthique? Ça, c'est une question. Moi, depuis l'avènement de ce genre de situation, je lis très bien les clauses, les CCB. Les clauses, il y a pas mal d'informations. Donc, normalement, il y a la clause sur la protection des données, le stockage des données et l'archivage, normalement. Donc, lisez ce qui, avant de signer, avant d'avancer, je signe, je lis, je valide ou je ne valide pas. Et je peux toujours challenger si ça ne me convient pas, je challenge et je ne m'avance pas. Donc, c'est important comme réponse de poser la question à l'entreprise, à la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait les données? Parce que normalement, donc, soit elle va détruire, soit elle va archiver, mais elle vous dit. Donc, ma responsabilité, c'est de poser la question, de savoir qu'est-ce qu'elle en fait, et après, si ça me convient, ça ne me convient pas. Voilà. Et en effet, Marc nous pose la question, que dit le contrat? Voilà, c'est le contrat. Donc, mon droit de poser les questions, mon droit, c'est pas parce que je suis un seul coach et que c'est l'entreprise que je n'ai pas le droit donc de revoir. En tous les cas, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Quand une clause ne me convient pas, ben, je ne la signe pas. Sinon, je ne travaille pas avec l'entité. Parce que je ne serai pas à l'aise, comme a dit Carl, je ne vais pas être présente, je ne vais pas être alignée, je ne vais pas être... Et c'est aussi notre rôle pour apprendre, parce que les clients, ils apprennent aussi. C'est tout ça, c'est nouveau. Donc, plus nous allons donc imposer, plus nous allons aussi donc faire apprendre aux clients, au marché. D'où la principale, donc je pense le point le plus important, je le dis toujours quand je forme, c'est d'être vraiment totalement libre quand je travaille en coaching, de ne pas être tributaire de la décision avec le commanditaire, mais avoir cette liberté de choix, de décider d'aller ou de ne pas aller dans une mission, dans un projet de coaching. Parce que c'est notre dernier mini-cas. Carl, tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'ai déjà vécu que les clients, alors je ne parle pas des coaches, mais en général les responsables des coaches, en général ont certaines, ils assument que la discrétion et la confidentialité, qui pour nous les coachs est très 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 importante, emporte que on se fasse savoir automatiquement que faire avec certaines data hyper sensibles. Je vais donner un exemple. Pour coacher quelqu'un, j'avais accès effectivement à une database, une plateforme avec des datas par rapport à mes clients, mes coachs. C'était des évaluations, des formulaires d'évaluation, des formulaires de certains entretiens de fonctionnement, parce que le sponsor trouvait que, bah oui, Carl, c'est bien pour toi que tu as
accès à cette information-là. Et avant que j'ai pu dire non, j'ai pas besoin, j'avais accès. Bon. Le problème, c'est que dans cette collection-là, il y avait aussi des datas par rapport à d'autres personnes. Donc, des personnes que je ne coachais pas. Mais c'était là-dedans aussi. Et là, le sponsor a tout simplement dit, ah oui, bah oui, mais tu as eu accès à ces autres personnes aussi. Oui. Ah bah oui, mais j'assume. Bah oui, mais tu es coach. Donc, bah oui, tu sais quand même ce que tu dois faire avec ou pas. Et alors, j'ai répondu, bah, j'ai utilisé mon intelligence humaine en disant, il ne faut pas toucher ça, mais il faut être un peu plus délicat et alerte quand même par rapport à ça. Il ne faut pas assumer que un coach, c'est lui-même ou c'est elle-même toujours ce qu'il ou elle doit faire avec tout ça. Hein. Aussi pour nous, c'est de temps en temps un environnement délicat, complexe, certainement quand c'est un nouveau client, qu'on ne sait pas encore très bien. Donc, de nouveau, la sauveté, c'est des deux, ça va dans les deux sens. Et je termine peut-être par une question, parce que on termine bien ces mini-cas avec des petites questions, c'est sympa, je trouve. Alors, les synergiens d'ailleurs, ils nous en posent pas mal. Il y a Martine qui nous dit, et je trouve que c'est une question très intéressante, quelle différence entre une plateforme de données et une recherche Google ou Wikipédia ou alors IA? Une plateforme avec des datas par rapport à certaines personnes sera, dans mon sens, toujours plus fermée qu'une recherche Google ou AI. La plateforme que moi, dans les cas que je racontais, c'était une plateforme assez protégée et fermée seulement pour les gens qui faisaient partie d'une équipe de l'organisation. Ce n'est que par occasion, par coïncidence, que moi j'ai eu accès parce qu'ils trouvaient que le coach devait avoir accès. Les autres recherches, Google, IA, etc., c'est, dans mon sens, c'est plus ouvert, quoi. Hein, c'est l'entière-monde. Et c'est là où on dit attention à tout ce qui est gratuit, à tout ce qui est open. C'est parce que quand c'est gratuit, vous donnez un consentement. Parce que là, par exemple, il y a les cookies qui montrent ce site utilise des cookies. Est-ce que vous dites, est-ce que vous êtes d'accord? Quand vous cliquez oui, il vous dit vous êtes d'accord ou vous voulez passer la formule payante. La formule payante, donc il s'engage à ne pas exploiter vos données, à ne pas les partager. La formule gratuite, vous signez. Donc, quand vous cliquez le oui, ça veut dire que vous autorisez derrière à ce qu'ils utilisent vos données. Donc, la plateforme, comme a dit Carl, donc c'est un login, c'est un mot de passe, c'est une sécurité derrière. Et d'ailleurs, le plus grand enjeu d'aujourd'hui et du futur, c'est la cybersécurité. C'est la sécurité, tout ce qui est donc dans l'informatique. Et Fanny nous dit d'ailleurs, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Exactement. Donne ton information et tu deviens donc aussi data partagée. Bien. Alors on a mis les films les plus intéressants qui sont montés. Donc et si vous avez envie de voir tout ça. Et pour moi le film, je pense fétiche reste toujours Matrix. Et d'ailleurs, sommes-nous dans la matrice? Ou c'est la matrice qui est en nous? Parce que vraiment, depuis toutes ces évolutions, etc., c'est que nous sommes dans une matrice et qu'il y a donc pas mal de développement, d'interconnexion de neurones, etc. Mais si moi je dois choisir entre le vin bleu ou le vin rouge, hein, le choix est vite fait. Alors, l'ensemble des sources, avec si vous avez envie d'aller plus loin et si vous avez envie donc d'en savoir plus, avec voilà, on a mis toutes nos ressources pour vous. Et si vous avez envie d'aller donc de nous contacter, nous sommes sur LinkedIn. C'est bien ça, le Carl. Donc voici nos noms et prénoms. Oui, et oui. on reste à votre écoute. Un grand merci, JN et Carl, pour cette belle présentation éclairante et d'actualité.
Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons que ce webinaire vous sera bénéfique et qu'il vous apportera des éclaircissements sur le sujet qui est tellement d'actualité, de l'éthique à l'ère de l'intelligence artificielle, pour affiner votre positionnement en tant que coach. Si la réponse est oui, mettez un petit pouce bleu sous cette vidéo, des petits cœurs un peu partout. Envoyez-nous toute cette énergie pour augmenter nos niveaux de dopamine et d'ocytocine. Quelques commentaires et surtout n'hésitez pas à partager les infos sur le sujet et mettre vos commentaires sous la vidéo. Et si vous voulez être informé de la mise en ligne de nos nouvelles vidéos, cliquez sur la petite cloche. Au nom de toute l'équipe d'ICF Synergie, je vous dis merci. Rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre mission et notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et JN et Karl, je vous laisse le mot de la fin. Oh là, enfin. Merci beaucoup. En tous les cas, alors il est 1h moins le quart du matin chez moi. Aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi, on rappelle. Voilà, Abu Dhabi, ce fut un vrai plaisir, hein, toujours que du bonheur. Travailler avec toi et Otis, avec Karl aussi. Donc, j'espère que ça a été utile pour nos amis, nos confrères, nos consoeurs. Et voilà, excellente fin d'année. Et on se retrouve à Lille pour la grande messe. Voilà. Moi, je rejoindrai aussi l'événement à Lille. J'espère vous revoir là. Merci à Gian, merci à Otis, merci à vous tous. Et Otis, mon ami, oui, c'est un compliment pour toi. Tu es vraiment fou. Tu es vraiment fou et je t'en remercie. Allez, on est le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est presque la fin. Et tu réussis à avoir, mais c'est la folie totale, mon cher. Bien fait, mes félicitations. Merci beaucoup. Merci Karl, merci JN. Au revoir à toutes et à tous. Passez une bonne soirée et de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. À toutes et à tous, au revoir. Oui, alors apparemment ça fait ça marche pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne plus, peut-être plus proche. Ah ben voilà. Ah, voilà. Voilà.